Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Calendrier électoral dévoilé au Cameroun. L'élection présidentielle prévue avant la fin de l'année 2018 a été fixée au 7 octobre par décret présidentiel. Le ministre camerounais de la Communication s'est exprimé à ce sujet. Vous l'entendrez dans cette édition. L'Éthiopie et l'Érythrée mettent fin à l'état de guerre. Les deux pays ont signé le 9 juillet une déclaration conjointe de paix et d'amitié. Il s'agit d'un texte historique après plus de 20 ans de conflit né d'un désaccord frontalier. Et hausse de la fréquentation touristique de la wilaya d'Alger en Algérie. La division administrative la plus peuplée d'Algérie a accueilli plus de 22 000 touristes de différentes nationalités au premier semestre 2018. Au Cameroun, la date de la prochaine élection présidentielle a été dévoilée ce lundi 9 juillet par décret présidentiel. Elle se tiendra le 7 octobre 2018. Les potentiels candidats à ce scrutin ont donc jusqu'au 19 juillet pour déposer leur dossier de candidature. Le président Paul Biya n'a pas précisé s'il serait candidat à ce scrutin pour une 7e réélection. Néanmoins, quelques précisions sur cette élection ont été apporté par le ministre camerounais de la Communication, Issa Chiroma. Je vous propose de l'écouter. Le Cameroun est un État de droit. Le président Biya est légaliste. Si d'aventure il y avait des circonstances qui rendaient rédhibitoire l'organisation de ces élections, le président de la République serait le premier à faire appel à la Constitution pour voir quelles mesures méritaient d'être prises. Que les chances égales seront données à tout un chacun. Et le CAM qui organise est une institution indépendante. Le Conseil constitutionnel est en place. Et aujourd'hui, vous avez, ma foi, des candidats qui sont connus. Et je ne voudrais pas leur faire la publicité puisque je ne voterai pas pour eux. Mais enfin, ça atteste donc de la vitalité de notre démocratie. Et nous souhaitons que tous les Camerounais, c'est-à-dire le peuple détenteur de la souveraineté, se prépare donc à jeter son dévolu sur l'un des multiples candidats qui solliciteront leur vote. La campagne électorale en vue de l'élection présidentielle malienne du 29 juillet est officiellement lancée. Les 24 candidats en lice ont commencé leur meeting. À l'instar du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa propre succession. Le candidat du Rassemblement pour le Mali était en meeting au stade du 26 mars à Bamako pour présenter son programme. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Candidat à sa propre succession, le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, entame sa campagne par Bamako. Les militants de la plateforme Ensemble pour le Mali, venus de tous les coins du pays, ont pris d'assaut le stade du 26 mars. Le président candidat, tout en dressant son bilan qu'il estime positif, sollicite le suffrage de ses concitoyens afin de consolider les acquis du quinquennat. J'ai la responsabilité de la sécurité des Maliens, leur développement nuit et jour, et je n'ai aucun doute que Dieu, le Tout-Puissant, nous viendra en aide. Je comprends l'importance de la sécurité et dès lors qu'on touche au Mali, je dis non. Je refuse qu'on porte atteinte au Mali. Malgré la situation sécuritaire, la coalition Ensemble pour le Mali entend prêcher le projet de société du président Ibrahim Boubacar Keïta pour un retour définitif de la paix au Mali. Nous serons partout au Mali et toutes les ethnies du Mali vont nous accueillir. Il n'y a pas de coloration pour Rebecca. Le Mali entier, dans sa diversité culturelle, dans sa diversité laïque, va accueillir le Mali. Et donc, voilà pourquoi nous sommes tous Rebecca, nous sommes tous derrière Rebecca. Et le deuxième mandat va être réalisé sous les couleurs du bonheur et que du bonheur. En rappel, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta aura face à lui 23 autres candidats, parmi lesquels des poids lourds comme Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition, ou des anciens partisans comme Husseini Amianguindo, Mohamed Ali Batili ou Aliou Diallo. Le Soudan du Sud a décidé d'annuler les festivités prévues pour la célébration de son indépendance qui se tient tous les 9 juillet depuis 2011. C'est la 3e fois consécutive qu'une telle décision est prise. Le pays fait face à une crise économique provoquée par des conflits armés entre factions rivales depuis fin 2013. Mais les récents accords signés font espérer un avenir plus serein pour ce pays. Plus de détails avec Corinne Kamsofen.
Comme en 2016 et 2017, le Soudan du Sud a annulé les festivités de commémoration de son indépendance ce 9 juillet en raison de contraintes financières et d'instabilité politique selon les autorités. Depuis 2013, le pays est empêtré dans un conflit qui a affecté la production du pétrole. Je serai très franc avec vous et je dirais que notre économie ne nous aide pas à célébrer comme nous l'aurions fait normalement dans tous les États. Cela n'a aucun sens d'organiser une telle célébration alors que la plupart des gens à travers le pays font face à des difficultés. Entre 2015 et 2016, la croissance du PIB du Soudan du Sud a diminué de près de 20%. En janvier 2017, l'inflation annuelle avait atteint 370%. Aussi, en début d'année 2018, le président Salva Kiir avait confirmé la mauvaise santé de l'économie du pays. Le Sud-Soudan a ceci de particulier, c'est que près de 98% de son budget provient des recettes pétrolières. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est une ressource extrêmement importante. Elle n'est pas seulement stratégique, elle est vitale. Et je crois simplement que le Sud-Soudan, au-delà du pétrole, devra commencer à travailler sur un plan de diversification pour ne pas rester très vulnérable. C'est après plusieurs années de guerre civile que le Soudan du Sud a obtenu son indépendance et l'a déclaré le 9 juillet 2011. Aujourd'hui, meurtri par 5 années de conflits internes, le pays souhaite se relever et le récent rapprochement entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar est de bon augure. La rencontre était inédite et ce qui en découle est historique. L'Éthiopie et l'Érythrée ont signé ce lundi 9 juillet une déclaration conjointe de paix et d'amitié. Cette entente prévoit la reprise du commerce entre les deux pays et le rétablissement des liens diplomatiques après plus de 20 ans de conflit nés d'un désaccord frontalier. Fanny Mounichi. 20 ans que le dialogue était rompu entre les deux pays. L'Érythrée et l'Éthiopie ont franchi ce lundi 9 juillet un premier pas vers la paix. À l'issue d'un sommet historique, le président érythréen Isaias Afewerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont signé une déclaration mettant fin à l'état de guerre. Avec la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée, la Corne de l'Afrique sera une région de paix et de développement. Nos peuples qui vivent éparpillés en tant que réfugiés reviendront avec dignité. Ce dégel des relations diplomatiques entre les deux pays, l'arrivée au pouvoir en avril d'Abiy Ahmed en a été l'élément déclencheur. Le Premier ministre évoquant dès le mois de juin son intention d'appliquer l'accord de paix signé en 2000 avec l'Érythrée. Il y a très peu de doutes sur le fait que le Premier ministre soit l'instigateur de cette reconnexion diplomatique jusqu'à la démission du Premier ministre sortant, Haïlé Mariam Desalegn. Il n'était pas question, même au sein de la coalition politique au pouvoir en Éthiopie, il n'était toujours pas question d'une reconnexion des relations diplomatiques. Tout au contraire, il était davantage question d'une militarisation aux frontières, notamment d'une crispation de ces relations avec la prise de la ville de Batmé. L'Érythrée et l'Éthiopie sont entrés en guerre en 1998 en raison de désaccords sur la frontière. En 2002, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye avait attribué Batmé à l'Érythrée, mais Addis Abeba avait jusqu'alors ignoré ce jugement. Également dans l'actualité, le Kenya a conclu plusieurs accords d'investissement d'un montant de près de 100 millions de dollars avec les États-Unis, selon le site d'information kényan Business Daily Africa. Ces différents accords devront permettre la réalisation d'investissements dans plusieurs secteurs ciblés par le plan national Big Four du président Uhuru Kenyatta. Celui-ci vise à redynamiser la croissance du pays via des investissements massifs dans les secteurs de la fabrication, de l'alimentation, de la nutrition et de la santé. Les États-Unis devraient également soutenir plusieurs projets d'électrification au Kenya. En Algérie, la wilaya d'Alger a connu une hausse de fréquentation touristique au premier semestre 2018. Des touristes de différentes nationalités ont visité cette région, une aubaine pour le secteur touristique de ce pays qui ne représente pas plus de 2% du produit intérieur brut. Aïssatou Diamanka Besland. En Algérie, plus de 22 000 touristes de différents pays ont visité la wilaya d'Alger entre janvier et juin 2018. C'est ce qu'a indiqué la direction de la wilaya d'Alger dimanche 8 juillet 2018. La wilaya d'Alger attirait de plus en plus de touristes avec plus de 22 000 visiteurs jusqu'à juin 2018.
La plupart des touristes venaient à Alger essentiellement pour visiter la Casbah antique. La Casbah d'Alger est l'âme de la capitale et constitue la destination privilégiée de tous les touristes. Le circuit touristique de la Casbah est en cours de réalisation. La réhabilitation des activités artisanales augmentera le nombre de visiteurs étrangers. Des projets de rénovation, de réhabilitation et de modernisation de la wilaya d'Alger ont été mis en place ces dernières années. Ces projets entrent dans le cadre du plan stratégique d'Alger qui durera jusqu'à 2035. Objectif pour les autorités, faire d'Alger une destination touristique par excellence. C'est une bonne nouvelle évidemment, mais c'est vrai que l'Algérie a du retard par rapport aux autres pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, pour ce qui est le développement du tourisme. Ils n'ont pas les infrastructures nécessaires. Et puis pour développer le tourisme, il faut avoir des notions bien ancrées de l'accueil et de l'hospitalité. L'Algérie n'a pas toujours développé ces sentiments-là parmi sa population, qui est une population fière. Mais c'est une bonne nouvelle, puisque la wilaya d'Alger, c'est le signe que ça va peut-être prendre dans les autres wilayas en fait. À noter que la wilaya d'Alger compte 30 établissements hôteliers proches des plages d'une capacité d'accueil de 9000 lits. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.